Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette dernière conférence de notre fête de l'anglais 2022. Donc, une conférence sur le thème, comment bien choisir sa formation en anglais avec son compte personnel de formation. Un petit rappel, vous avez accès à un chat et à un bouton questions-réponses au bas de votre écran. Le chat est à utiliser uniquement pour les questions d'ordre technique. Si vous avez des questions par rapport à la conférence, utilisez s'il vous plaît donc le petit bouton questions-réponses. Je tenterai de répondre au maximum lors de la conférence aux questions que vous poserez dans questions-réponses. Nous en garderons bien entendu à la fin, pour la fin en fait, puisque à la fin de notre conférence, nous essayerons justement donc de revenir donc sur les questions qui n'auront pas été traitées pendant la conférence. Donc, je me présente, je m'appelle Yvan Floret et je travaille à Cambridge France. J'aurai donc le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence avec deux invités, Laurent Durin, directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts, Bonjour à toutes et à tous. et Henri Roux de Bézieux, consultant et directeur du centre de formation Victoria's English. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci messieurs de votre présence donc, pour cette table ronde. Et voilà donc le programme que je vous propose donc de suivre pour notre conférence d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'on se forme à l'anglais aujourd'hui, revenir un peu à la fois donc sur des généralités, mais aussi donc sur des études que nous avons menées par le passé avec Cambridge France. On passera ensuite sur la diversité des offres que l'on peut trouver donc sur le site moncompteformation.gouv.fr. Nous reviendrons sur les points de vigilance lorsqu'il s'agit de choisir sa formation en anglais. Ces points de vigilance nous amèneront directement à parler, on va dire, d'une actualité assez brûlante, puisqu'on a eu, par exemple, un vote à l'Assemblée cette semaine sur les différents aspects de la fraude au CPF. Et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, on va revenir sur se former en anglais. Pourquoi? L'anglais, c'est bien entendu, si vous participez à la fête de l'anglais, c'est que vous êtes très certainement convaincu de l'utilité de maîtriser cette langue. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation professionnelle et notamment les formations qui sont financées par le compte personnel de formation, les soft skills et en particulier les langues arrivent en bonne position. Pourquoi? Tout simplement, ici, je vais citer une étude que Cambridge avait menée il y a 2 ans déjà, en partenariat avec Cadre Emploi et le Figaro étudiant. L'anglais est maîtrisé, on va dire, sur le panel de personnes que nous avions eues. On va dire que le niveau moyen des Français est de niveau B1. Peut-être Henri, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'échelle européenne et qu'est-ce que ce niveau B1 signifie? Alors, l'échelle européenne utilisée pour l'anglais et les autres langues d'ailleurs, dans quasiment tous les pays du monde maintenant, permet de simplifier l'appréciation des niveaux. Donc, l'anglais scolaire de base, niveau bac, en France, a tendance à être de niveau A2. Mais en réalité, il y a une forte différence entre les classes européennes ou internationales, par exemple, où les élèves vont avoir un niveau B2 et des classes moins favorisées où le niveau sera très nettement inférieur. Le niveau B1, quand il est effectif non seulement en compréhension, compréhension orale et compréhension écrite, mais aussi en expression, c'est le niveau de l'hôtesse de l'air ou du garçon de café dans un établissement un peu luxe, qui se débrouille bien en anglais, même s'il fait encore un peu des erreurs de syntaxe, mais c'est pas très grave, tout le monde le comprend. Dans les professions plus intellectuelles comme les ingénieurs, les avocats d'affaires, les architectes, on va trouver des gens pour lesquels c'est le niveau B2 qui est requis, c'est-à-dire anglais courant. Ils peuvent traiter des dossiers
ou écrire des rapports en anglais. C'est d'ailleurs ce niveau B2 qui est exigé pour l'obtention d'un titre d'ingénieur à la fin d'un cursus d'école d'ingénieur. Laurent, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Henri? Sur les niveaux, Henri a tout dit. Moi, je vais insister sur l'impact que ça a sur la trajectoire d'emploi et notamment la rémunération. Les dernières études montrent qu'un salarié qui maîtrise une langue anglaise, donc qui est autour du niveau B2, va toucher en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros en plus par an plutôt. Et donc, c'est assez significatif. Et donc, je pense que soigner son anglais, c'est aussi soigner son pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pour vous, en fait, une des raisons pour lesquelles il y a tant d'offres d'anglais qui sont financées par le CPF? Est-ce que justement l'opportunité de pouvoir utiliser donc ce fonds pour la formation, est-ce que c'est principalement une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers la formation en langue? Bah, oui, certainement. Quand on regarde les statistiques et qu'on essaye de comprendre qui se forme en anglais aujourd'hui sur le CPF, on voit que si on agrège la tranche 36-55 ans, on a déjà 45% des personnes qui se forment en anglais. Et c'est des D'accord. gens qui étaient en scolarité à une époque où l'enseignement de l'anglais en formation initiale n'était pas aussi qualitatif que ce qui peut être aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes générations sont vraisemblablement mieux formées en anglais que les générations comme vous et moi d'ailleurs, où à l'époque la langue n'était pas forcément aussi importante. Les formations en anglais sur le CPF, c'est 800 000 personnes depuis 2019. C'est 15% du total de la formation. Donc 15% des gens qui utilisent leur CPF l'utilisent pour améliorer leurs compétences en langue dans un univers professionnel qui s'internationalise de plus en plus. D'accord, merci. Eh ben, alors déjà, par rapport donc à cette, donc comme on peut voir par rapport à cette étude donc que nous avions menée il y a 2 ans, je vais vous proposer donc à nos participants, de répondre à un petit sondage. Est-ce que vous connaissez votre niveau d'anglais? Est-ce que, vous l'avez déjà peut-être, testé récemment ou peut-être, que vous avez une idée? Je vais demander donc à nos participants, est-ce que vous connaissez votre niveau d'anglais et simplement voir si le niveau de nos participants est équivalent à celui de la moyenne nationale qui, comme on a vu nous dans notre étude, se situe aux alentours du niveau B1. Donc, je ne sais pas si ma collègue peut m'indiquer donc le nombre de participants et à quel moment en fait on va donc pouvoir arrêter le, le- le sondage. Jusqu'à maintenant, nous avons 87% des participants qui ont répondu. Je peux finir D'accord. déjà. Ah, share. Voilà, parfait. Bah donc voilà, hein, ça m'a l'air d'être. On a quand même pas mal de 20% quand même de personnes qui se déclarent de niveau C2, donc qui est le niveau d'autonomie le plus total, donc qui permet donc de travailler, on va dire, un excellent niveau voilà quoi, en anglais. Niveau C1, pareil, c'est un niveau d'autonomie très très grand. On peut voir ici donc que parmi donc nos participants, les hauts niveaux sont extrêmement majoritaires et quand même, bon, voilà, niveau B1, B2 qui représente quand même, pas loin de 40%. Donc, je vais revenir quand même sur quelles sont les motivations qui peuvent amener à choisir une formation en anglais. Ce qu'il y a de très important à savoir, c'est qu'une formation en anglais se doit, par le cadre en fait du CPF, les formations en anglais que vous trouvez vont principalement être orientées vers des situations à visée professionnelle. Le CPF ne peut pas servir pour des formations
d'agrément. Ça, c'est un point en fait qui est très important. C'est pour ça que sur la majorité des offres d'emploi, des offres de formation que vous allez voir donc sur Head-Off, eh bien, la plupart vont mettre l'accent sur la formation professionnelle, la montée en compétences sur des domaines précis. Le choix d'une certification d'une formation va aussi, eh bien, principalement se faire sur le choix des différentes certifications qu'elle propose à l'issue de la formation. Et ce point est extrêmement important et je vais donc justement demander à Laurent eh bien, de nous expliquer pourquoi ce choix d'une certification est extrêmement important et doit compter dans le choix donc, du dispositif choisi. Oui, merci. Donc, effectivement, je le rappelle, le compte personnel de formation, même s'il contient le mot personnel, on aurait pu l'appeler le compte professionnel de formation. Toutes les formations qui s'y trouvent doivent répondre à un objectif professionnel clairement défini. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher une formation en anglais pour améliorer votre confort pendant vos voyages autour du monde. Vous devez utiliser ce CPF pour aller chercher la certification de langue qui va correspondre le mieux à l'environnement professionnel dans lequel vous vous trouvez. Alors, je vais vous citer quelques exemples, mais pour ceux qui travaillent dans le champ de l'aéronautique, vous avez des certifications en langue qui sont des certifications spécifiques. Les hôtesses de l'air, les pilotes de ligne, toutes les personnes qui travaillent dans l'aviation civile ont des formations en langue spécifiques. Et vous avez sur chacune de ces certifications à la fois des évaluations des compétences qui sont différentes et surtout qui ne s'évaluent pas dans le même contexte professionnel. Donc, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller regarder parmi vos pairs, parmi ceux qui exercent la même activité professionnelle que vous ou auprès de votre employeur, quel est le diplôme en langue qui a la préférence de votre secteur d'activité. Et ça, c'est assez fondamental. Et ensuite, les évaluations, là, je vois à l'écran un certain nombre de certifications, mais notamment le TOEIC d'un côté et le LILAT de l'autre. Le LILAT est une certification qui va s'exercer sur un environnement professionnel particulier. Le TOEIC a une vision un peu plus générale. La manière de passer l'examen n'est pas le même. Mais en tout cas, ce qui est assez fondamental quand vous vous formez via le CPF, c'est d'aller vous présenter à l'examen. Ça vous permettra de confirmer si vous êtes C2, C1, B2 ou B1, parce que la diapo précédente expliquait quand même qu'on avait tendance à surestimer notre niveau de formation. Et ce n'est pas parce que lors d'un entretien de recrutement, vous arrivez à vous en sortir en anglais que peut-être que le premier jour de votre activité, vous serez fort embêté d'exercer votre activité. Et peut-être, alors à la fois un clin d'œil, mais pas forcément tout à fait un clin d'œil, je note quand même que les personnes qui sont avec nous ont quand même un niveau de langue qui a l'air assez exceptionnel. Donc peut-être que vous êtes là aussi pour vos enfants. Alors un point d'attention, le CPF n'est pas transférable. Donc ne vous inscrivez pas à une formation CPF pour mettre votre fils ou votre fille auprès du professeur d'anglais, parce que ça, c'est tout à fait illicite. Il y a des gens qui peuvent vous aider, les conseillers en évolution professionnelle. Donc, vous avez un lien infocep.fr, mais vous trouverez aussi sur le site moncompteformation.gouv.fr un annuaire des opérateurs du conseiller en évolution professionnelle qui pourra vous aider à trouver à la fois la certification et l'organisme de formation avec lequel vous pourrez réussir à aller au-delà de « My name is Bill ». Bien, donc oui, exactement, bien sûr, c'est effectivement donc ce genre de. Alors, les deux liens que je mettais donc pour à la fois donc avoir plus d'informations sur les conseillers en évolution professionnelle et le site Mon compte formation vont vous être rajoutés donc dans le chat de manière justement à pouvoir aller voir bien un peu ces liens juste après notre conférence. Henri, par rapport en tant que directeur de centre de formation, est-ce que vous avez pu justement donc juger un peu, on va dire, de l'hétérogénéité de la maîtrise de l'anglais dans les compétences? Puisque c'est vrai que généralement, alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on mettait sur un CV lu, écrit et courant ou bilingue, etc., etc. Donc maintenant, à la fois avec cette précision dans les compétences et on va dire et les niveaux du Conseil de l'Europe, est-ce que les gens
ont une bonne connaissance de ces niveaux, de ces compétences? Ou est-ce que, bon, ben, finalement, voilà, hein, je sais bien comprendre, à l'écrit, du coup, voilà, je vais généraliser et mes compétences, on va dire productives, voilà, je les mets au même niveau? Alors, dès qu'on va dans l'industrie, dans des secteurs productifs, oui, les gens ont globalement des très bonnes connaissances de niveau, de ce qui est attendu, de leur niveau, etc. On trouve maintenant plein de tests gratuits sur Internet pour avoir une idée de son niveau. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si je peux revenir à la question précédente, pourquoi est-ce que les gens se forment? Mmh. On constate tous les jours, c'est que les Français, notamment d'un certain âge, sont en situation de souffrance avec l'anglais. Euh, Ils sont de facto en contact avec des clients, par exemple, ou des fournisseurs à l'international. Ils doivent répondre au téléphone. Pour eux, c'est un gros facteur de stress. Ils doivent rédiger des devis en anglais. J'ai eu le cas cette semaine. Et pour eux, c'est difficile. Et du fait qu'ils sont dans cette situation de souffrance, eux-mêmes comme leurs RH d'ailleurs, ne savent pas très bien, souvent ils ont tendance à se projeter dans n'importe quelle solution, la première solution qui va faire un peu rustine, Mmh. alliée aux difficultés, mais ce n'est pas forcément très stratégique comme approche de l'anglais. Alors j'aimerais juste détailler peut-être 3 raisons qu'on rencontre tous les jours. Il y a des gens qui ont bien parlé anglais 5 ou 10 ans avant. Leur objectif, c'est de retrouver ce qu'ils avaient, de pratiquer par exemple avec un prof ou un petit groupe. Et je trouve que c'est un besoin très légitime et qui va conditionner l'achat de certaines offres CPF. Il y a des gens qui sont avant tout dans le bobo à l'âme, hein, si j'ose dire. J'ai été tellement malmené avec l'anglais. J'ai été tellement souvent face à des clients que je ne savais pas quoi répondre. Et je vais privilégier des offres cocooning qui sont très légitimes pour me mettre à parler, pour retrouver confiance en moi, pour démarrer un apprentissage de l'anglais. Et puis il y a des gens qui vont aller vers des offres plus ambitieuses avec un vrai niveau pour atteindre le niveau B2 par exemple, et qui sont généralement des offres où il y a beaucoup plus d'heures et un enseignement plus abouti. D'accord, et ben justement, ça nous amène, eh bien à la suite puisque, il y a quand même donc différents types d'offres qui sont disponibles justement sur le site moncompteformation.gouv.fr. Donc, eh bien, il y a d'abord, comme vous venez de le dire, Henri, les formations en présentiel. Formation en présentiel, c'est généralement, eh bien, l'idée que l'on se fait de la formation. C'est-à-dire que, en gros, on retourne à l'école et on va suivre les cours, quelquefois en petits groupes, quelquefois en individuel. Eh bien, des cours de langue, on se joint à un groupe. Il y a l'effet groupe qui est rassurant. On n'est pas seul. Effectivement, on se remet, on peut avoir de grosses un métier à responsabilité, mais là, donc, on se remet, on va dire, donc, dans la peau d'un étudiant. Ce sont des offres sur le site Mon Compte Formation. Eh bien, on peut clairement faire le choix. Une formation en centre. Le gros écueil de ce type de formation, c'est que, eh bien, ça demande à la fois, il y a un facteur géographique qui est extrêmement important. Il faut que le centre de formation soit proche ou du moins disponible, mais c'est aussi en fait un dispositif de formation qui peut être contraignant puisque on ne peut pas généralement prendre ses cours, on va dire, à la carte. Il peut y avoir donc des centres de formation qui ont plus ou moins de flexibilité, mais c'est vrai que ça, par exemple, ça fait partie, on va dire, des modes de formation que on a l'habitude d'envisager. Donc, est-ce que par rapport à ce que vous disiez juste avant, Henri, est-ce que on voit par rapport, est-ce qu'il y a un ratio, par exemple, dans les formations les plus, on va dire, les plus à même de nous faire progresser? Est-ce que, par exemple, la formation en présentiel est plus privilégiée par rapport à d'autres modalités? Alors, je ne vais pas m'engager sur un ratio parce qu'il est certainement en plein changement. Du fait du Covid, les gens ont pris l'habitude des formations Zoom, du distanciel, etc., qui n'existaient quasiment pas il y a 3 ans. Donc, Exactement. ceci étant, on note encore tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent expressément du présentiel, qui est générateur de plus de motivation en moyenne, de plus d'effets de groupe,
sachant que réussir une formation, notamment intensive en distanciel, c'est beaucoup plus difficile. Il y a moins d'interactivité, il y a moins de soutien du groupe, ça demande plus de moyens et c'est techniquement beaucoup plus exigeant. Mmh, 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 mmh. Donc en fait, effectivement, on ne peut pas, passer sous silence le facteur covid, qui a grandement, on va dire, démocratisé, bah, les pratiques, par exemple, que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire la formation via Zoom. Donc on peut parler donc de formation multimodale, hein. On a donc aujourd'hui, eh ben, des entreprises qui sont spécialisées donc dans la formation à distance, on peut avoir donc des cours, synchrones, asynchrones, en petits groupes, en individuel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a aussi permis, eh bien, à beaucoup de formateurs indépendants, on va dire, eh bien, d'élargir leur auditoire. Aujourd'hui, vous pouvez, avoir choisi, eh bien, suite au covid, justement, un exode, des grandes villes vers la campagne, tout en continuant à avoir votre activité. Donc, il peut donc y avoir quand même, eh bien, des besoins qui sont différents et effectivement, là-dessus, par rapport au ratio formation en présentiel et formation, en distanciel, Laurent, est-ce que, par rapport au ratio sur le site de France Compétences, est-ce que vous voyez une nette différence? Bah, enfin, effectivement, le confinement a modifié significativement la manière dont on se forme, mais la manière dont on vit, hein. On fait aussi des téléconsultations C'est vrai. via Doctolib. Alors, c'est déjà satisfaisant parce que si on regarde avant le confinement, il y avait déjà des formations à distance, mais personne n'en parlait, notamment dans les facs de médecine, à l'époque où les amphis étaient pleins. Vous aviez très régulièrement des étudiants qui faisaient les 3 premières années de médecine face à une télévision, et ça choquait personne. Donc, le premier point, c'est que les formations à distance ne sont pas moins qualitatives, a priori, que les formations en présentiel. Je pense que c'est d'abord un sujet de confort personnel. C'est-à-dire que, et vous l'avez dit, est-ce que je préfère être tout seul avec un prof? Est-ce que je préfère être en groupe? Est-ce que j'ai du temps pour me déplacer? Est-ce que je n'en ai pas? Donc, là, je crois que l'important, c'est de faire en sorte que les formations en langue, elles s'inscrivent dans votre quotidien de vie, hein. Le risque avec les formations en langue, c'est un peu comme le risque avec les abonnements dans les salles de sport. On est motivé, on s'inscrit, on paye le forfait en année, on fait une première séance et on n'y retourne jamais. Euh, Exactement. donc voilà, ça c'est un peu le clin d'œil, mais je pense que quand on achète une formation en langue, on doit trouver la modalité pédagogique qui va nous permettre de la pousser jusqu'au bout. Exactement. C'est vrai que là-dessus, le rôle de la motivation est essentiel. Il y a un point que moi sur lequel j'aimerais revenir du fait de mon expérience, c'est que quand on a un cours, où on s que quand on suit un cours dans un groupe, on va peut-être bénéficier effectivement du aussi, non seulement des modalités pédagogiques mises en place par le professeur, mais les autres vont aussi nous faire apprendre, tout simplement parce que peut-être que le professeur ne pense pas à une question et qui va être soulevée par un autre élève et c'est cette question en particulier qui va nous permettre justement de nous identifier en étant dans la même problématique. Et donc ça va aussi donc nous permettre l'avantage du groupe, c'est aussi ça. On apprend avec donc eh bien les autres personnes qui sont formées. En revanche, il y a aussi un point, c'est vrai, qui est extrêmement important sur la formation, on va dire, en individuel et aussi asynchrone, c'est qu'elle nous permet d'apprendre à notre rythme. On entend souvent des gens dire: «Oh, mais moi, vous savez, les langues, je ne suis pas doué». On n'est pas égaux face à la capacité à apprendre les langues. Mais par contre, le fait de travailler en individuel, pour les gens extrêmement motivés, et là encore une fois, c'est un point qui est extrêmement important hein, dans la formation en langue, la motivation. Suivre une formation, on va dire en solo, va quand même permettre eh bien, de pouvoir avancer à son propre rythme. Et ça, dans le cadre d'une langue, ça permet aussi donc de gagner en confiance et ça va permettre aussi eh bien, de progresser, peut-être moins vite, mais plus doucement, mais sûrement, éventuellement, bien entendu, pour peu que la motivation soit au rendez-vous. Et c'est aussi donc justement un point sur lequel, eh bien, on va donc justement aborder maintenant, c'est que dans cette pléthore d'offres que nous avons sur Internet, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de points de vigilance à observer par rapport justement à l'efficacité et à la, on va dire
à l'authenticité de ces formations. Puisque lorsque l'on regarde donc un centre de formation, il y a donc plusieurs points à surveiller et notamment, est-ce que ce centre de formation a reçu déjà le label Calliope? Laurent, est-ce que vous souhaitez justement nous expliquer, revenir un peu plus en fait sur qu'est-ce que c'est que ce label Calliope que l'on doit rechercher lorsque l'on voit un centre de formation? Oui, et puis je vais revenir plus généralement sur comment on devient organisme de formation en Voilà, France. Comme ça vous permettra de voir à la fois les exactement. points qui sont importants et puis les points qui sont pas des points de qualité, enfin qui sont pas des témoins de bonne qualité. Pour être organisme de formation professionnelle continue en France, il faut déposer une demande auprès de la préfecture et pour déposer cette demande, il suffit d'avoir un premier contrat de formation. Donc cette barrière à l'entrée là, c'est une barrière administrative qui est pas très forte et qui est pas très filtrante. Donc, si un organisme de formation vous dit qu'il a sa déclaration d'activité à jour, tout le monde l'a et donc c'est pas un critère de qualité. Au-dessus de cette démarche administrative, vous avez Calliope qui est un cahier des charges extrêmement important. Hein. Le référentiel Calliope est extrêmement bien fait. Le point particulier de Calliope, c'est qu'il a été déployé pendant le confinement. Donc, il a démarré au moment du confinement et donc les premiers audits Calliope que les organismes de formation ont passés ont pu être réalisés à distance. Donc, je dirais que Calliope, c'est un label qualité qui va devenir une référence indubitablement parce que son cahier des charges est extrêmement précis. Ça sera un peu le label rouge ou l'AOC de la formation, hein, si vous me permettez le parallèle. Ça permet à tout le monde de le comprendre, donc c'est bon. Voilà, mais il faut lui laisser un peu de temps parce que les premiers audits ont été faits pendant le confinement, donc à distance, et donc je dirais que le niveau de contrôle, en tout cas, il y a pu y avoir à certains moments des organismes de formation pas tout à fait bien intentionnés qui ont pu tricher dans les réponses, quoi. Il y a des audits de confirmation et donc il faut laisser un peu le temps des audits de confirmation pour vérifier. Et puis la Caisse des dépôts, là, depuis, vous avez parlé de la loi, là, depuis le 6 octobre, on a rajouté par-dessus Calliope pour les organismes de formation qui rentrent, ceux qui vont arriver dans la plateforme, un dispositif de contrôle beaucoup plus serré. Je pense que le premier indicateur de qualité d'un organisme de formation, en tout cas, c'est le stagiaire, c'est l'usager. On est aujourd'hui habitué à faire attention à ce qu'on achète quand on va au supermarché. On regarde s'il y a du gluten, on regarde si c'est du bio. Et donc, on fait de plus en plus attention à ce qu'on met dans notre bouche, si vous me permettez le clin d'œil. Et je pense qu'il faut qu'on ait la même attention sur ce qu'on met dans la tête. Et donc, ce qu'on se met à l'intérieur de la tête. Donc, quand vous êtes sur mon compte formation, il y a beaucoup d'offres, évidemment. Il faut qu'il y ait beaucoup d'offres parce que le CPF doit être en capacité de former 60 millions de Français. On fait 3 millions de formations par an, 3 millions de formations par an. Donc, on forme énormément de monde. Et donc, c'est normal qu'il y ait un catalogue important. Il y a plus de 2000 organismes de formation qui proposent des formations en langue anglaise sur la plateforme. Et c'est 84 000 sessions. Bon, ceci étant, si vous réduisez autour de chez vous, si vous regardez les organismes de formation qui ont pignon sur rue, et avoir pignon sur rue, ce n'est pas poser des affiches ou faire de la publicité, c'est vraiment avoir pignon sur rue, vous allez voir que le nombre se réduit. Alors, les conseils, le grand conseil que je peux vous donner, et je vais essayer de vous donner un mot mémotechnique pour que vous vous en rappelez, c'est bisous. Alors, bisous, la première lettre, c'est B, c'est besoin. Et donc, avant de vouloir acheter une formation en langue, vous devez bien vérifier quelle est la nature de votre besoin. Et l'intervenant qui a parlé avant des différentes typologies, je suis tout à fait d'accord. Le besoin n'est pas le même quand on veut démarrer l'apprentissage de la langue anglaise, quand on veut se perfectionner, quand on considère que l'absence d'anglais est un handicap, ou alors quand on a travaillé pendant 35 ans dans des entreprises franco-françaises et qu'on se retrouve sur le marché du travail à chercher dans des entreprises internationales, on n'est pas sur le même besoin. Donc, la première chose à laquelle sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est le B de besoin. Le I de bisou, c'est I comme immédiat. Vous êtes à coup sûr, mais sur les formations comme sur l'achat de canapé ou l'achat de frigo ou je ne sais quoi,
l'achat immédiat, la décision immédiate est rarement la meilleure. Donc, ne cliquez pas sur m'inscrire au premier OF, au premier organisme de formation sur lequel vous vous êtes mis en contact, de la même manière que vous n'achetez pas le premier canapé que vous croisez quand vous passez dans Conforama, Boulanger ou je ne sais pas quoi. Donc, Exactement. I comme immédiat. Donc, allez plusieurs fois sur la plateforme. Vous avez du temps pour faire votre achat. Vous y passez régulièrement et puis vous allez affiner votre achat sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Et là, dans l'immédiateté, vous appelez les organismes de formation, vous prenez votre voiture, le métro, le RER, vous allez voir le centre, quand bien même il fait de la formation en ligne, vous allez regarder son site internet, etc. Mais en tout cas, n'achetez pas sous la contrainte de l'immédiateté. Le S, c'est substitution. Donc, il faut que vous regardiez aussi l'ensemble des offres. C'est pas parce que vous vous intéressez au présentiel qu'il ne faut pas aller regarder ce qui est fait à distance. C'est pas parce que vous voulez une formation à distance qu'il ne faut pas aller regarder ce qui est fait en blended, hein, c'est-à-dire en moitié, avec des phases de regroupement, etc. Donc, allez regarder un peu l'ensemble des offres. Le haut, c'est l'origine. Donc là, c'est pareil, c'est aussi intéressant de s'intéresser à l'histoire de l'organisme de formation. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est créé? Est-ce que ça fait pas longtemps qu'il est créé, etc. Et ce que je vous dis là, c'est valable dans tous les compartiments de vie. Et d'ailleurs, la méthode Bisou est une méthode que vous trouverez facilement sur Google. Je l'aime beaucoup parce que à la fois, je la pratique quand j'achète mes pâtes et quand je fais mes courses dans les supermarchés, mais je trouve qu'elle est extrêmement importante. Et puis, de mémoire, le U, ça doit être pareil. Hein, c'est une urgence, c'est la question d'immédiateté. Donc, si vous voulez bien acheter et si vous voulez avoir une formation en anglais qui vous conduit là où vous voulez aller, il y a 2 étapes. Il y a la première étape, je choisis le diplôme que je vais passer. Est-ce que je veux un TOEIC? Est-ce que je veux un LILAT? Est-ce que je veux un Cambridge? Pourquoi? Et vous devez être capable de vous dire à vous-même pourquoi vous choisissez une certification plutôt qu'une autre. Et une fois que vous avez trouvé la certification, donc vous allez chercher les organismes de formation qui vont permettre de former à cette formation. Et là, vous en avez plusieurs, vous allez les mettre en concurrence. Et d'ailleurs, dans l'application ou sur le site, vous pouvez faire des demandes d'inscription à 5 organismes de formation en même temps qui vont vous répondre. Et un petit truc, un organisme de formation en langue qui vous prend en formation sans évaluer au départ votre niveau d'anglais, ça questionne. Exactement, exactement. Et donc, alors, c'est pour cela, c'est-à-dire que nous avons tellement de centres de formation qui proposent des offres. Eh bien, il y a la fédération des acteurs de la compétence qui, en plus, a mis en place eh bien, la charte de déontologie CPF qui, par exemple, nous, à Cambridge, eh bien, nous l'exigeons donc de la part de tous nos partenaires. Henri, est-ce que cette charte, vous pourriez un peu nous en parler et qu'est-ce qu'elle signifie donc en plus de Calliope? Alors, c'est un tigre de papier supplémentaire, hein, si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'État avec Calliope ou les acteurs de la compétence avec ses points de vigilance cherchent à promouvoir des critères de qualité plus ou moins mesurables, plus ou moins vérifiables par des audits. Donc là, avec la charte de la compétence, eh bien, on va par exemple promouvoir la transparence de l'information, la qualité de l'information donnée, le fait qu'on maîtrise sa sous-traitance, que les formations ne seront pas confiées à n'importe qui, qu'on ne va pas avoir recours à des pratiques commerciales déloyales, par exemple harceler les candidats à la formation par téléphone, ce qui va disparaître de toute façon. Mais Voilà. néanmoins, si je peux me permettre, ça ne reste qu'un tigre de papier de plus. Et pourquoi de papier? C'est que ce soit dans Calliope ou dans la charte de déontologie, on donne aussi, alors il y a tout un tas de critères qui sont utiles, hein, j'aimerais pas remettre en cause tout ce qui a été le travail énorme qui a été accompli avec tout ça. Mais néanmoins, on donne un sentiment de rassurance à l'acheteur Mm. qui va lui faire espérer qu'il va obtenir des résultats et qu'il dépense son budget à bon escient, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on peut tout à fait
monter un organisme de formation qui va respecter à la lettre tous les critères Calliope et la charte de déontologie, etc., qui va faire des formations dans lesquelles les gens seront peut-être même contents à la fin parce qu'ils ont passé un bon moment, ça c'est peut-être même possible, mais ils n'auront pas appris l'anglais à la fin. Et ils ne seront frustrés du résultat qu'ils étaient dans l'espoir d'obtenir. Alors, en fait, effectivement, et ça m'amène donc justement, alors, sur les points de vigilance à observer lorsque, alors, Laurent l'a très bien dit tout à l'heure, on ne va pas choisir une formation sur un coup de tête. Déjà, premièrement, parce que comme on l'a dit, on est tous différents dans notre manière d'appréhender, on va dire, la formation en langue, mais il est effectivement extrêmement important de vous renseigner sur les organismes. Les organismes, voilà, communiquent, ont une image, mais l'énorme avantage bien d'avoir un accès à internet, c'est que l'on peut, justement vérifier un peu, on va dire effectivement l'historique de ces centres de formation. Par exemple, nous à Cambridge, c'est vrai que c'est un peu, peut-être cruel à l'égard des jeunes entrepreneurs, mais nous avons beaucoup de mal à accorder, on va dire, notre confiance dans un organisme qui a moins de 2 ans, dont on ne peut vérifier par exemple, bien, on va dire les la l'expérience justement bien, des professeurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, renseignez-vous s'il y a une adresse postale et que vous avez l'opportunité éventuellement de pouvoir vous déplacer. N'hésitez pas justement à aller les rencontrer, donc on va dire les personnes en fait qui font de la formation. Tout le monde en fait, bien entendu, saura, on l'espère, du moins vous convaincre que leur dispositif peut vous convenir. J'aimerais moi aussi revenir sur qu'est-ce que l'on appelle le e-learning. Le e-learning, globalement, c'est de la formation via un support numérique. Un support numérique, bien, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, on peut avoir des organismes de formation qui mettent en avant bien, une plateforme sans pour autant donner plus de précision. Et là-dessus, en fait, j'aimerais quand même éventuellement préciser à toutes les personnes qui ne savent pas forcément ce que l'on entend par plateforme, bien, tout simplement, si moi je vous mets un document Word en accès libre sur un accès où vous vous connectez via un identifiant et un mot de passe, bien, je remplis toute la définition du e-learning. Est-ce que derrière le fait d'avoir accès à un document Word, c'est de la formation? La réponse, bien entendu, vous allez me dire non. Pourtant, il y a beaucoup d'organismes de formation qui disent, bon, bah oui, on fait de la formation asynchrone, on a du e-learning, mais quand vous creusez un peu plus, bien, vous vous rendez compte que c'est uniquement accès à des documents. Vous pouvez donc très bien vous-même, par exemple, ne pas payer le prix qu'ils vous demandent et tout simplement aller vous chercher un livre. Aurez-vous l'impression de vous former pour autant? Pas sûr, mais pourtant, eux, ils vous proposeront exactement la même chose dans les faits. Je vois aussi beaucoup d'offres qui proposent du coaching. Alors, j'ai l'impression, moi, que le coach, c'est un peu le terme à la mode. J'ai l'impression qu'on tape dans un platane, il y en a 3 qui tombent. On en connaît tous, peut-être forcément dans notre entourage. Je vous avoue que moi, par exemple, pour l'apprentissage d'une langue, peut-être c'est très rassurant pour certaines personnes, cette espèce d'image un peu sportive. N'hésitez pas plutôt à demander éventuellement, bien, quelle est l'expérience des professeurs. Moi, je peut-être un peu plus confiance, c'est encore une fois, c'est un ressenti personnel, bien, dans le terme professeur plutôt que coach. Mais en tout cas, pour conclure, et malheureusement, on me fait signe qu'il faut que j'avance un peu plus vite. Pour conclure, là-dessus, n'hésitez pas, ne cliquez pas, comme l'ont indiqué donc Laurent et Henri, ne cliquez pas sur n'importe quelle offre et renseignez-vous donc sur les organismes. J'arrive donc quand même sur un point qui est essentiel maintenant, bien, ce sont les différents aspects de la fraude. Les différents aspects de la fraude, donc on a eu une actualité brûlante en début de semaine dernière avec un vote qui a fait l'unanimité. C'est bien la première fois sans doute dans l'histoire de notre assemblée que quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. Sans doute parce que tout le monde a déjà été dérangé des dizaines de fois par des appels. Il y a donc un projet de loi qui va lutter contre le démarchage téléphonique. Est-ce que ce sera efficace? On ne sait pas, mais sachez que si vous hésitez sur un organisme de formation, bien, les organismes de formation n'ont juste pas le droit de vous appeler et de vous démarcher si vous n'avez rien demandé. Là-dessus, peut-être, Laurent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Et puis, alors, c'est souvent, d'ailleurs, ce n'est pas des organismes de formation qui appellent, Exactement. c'est des centres d'appel. Alors,
Sur la fraude, je pense qu'il y a 2 points que je voudrais souligner. Il y a un premier point qui était les arnaques au CPF dans lequel les usagers étaient victimes. On vous appelle, on vous fait croire que le solde de vos droits va s'autodétruire dans les 3 minutes. Il vous reste 20 secondes pour acheter. Dépêchez-vous d'acheter, dépêchez-vous d'acheter, dépêchez-vous d'acheter. De toute manière, une fois de plus, dans tous les compartiments de votre vie, quand on commence à essayer de vous presser pour signer un achat, dans 90% des cas, on essaye de vous, si ce n'est à arnaquer, en tout cas, c'est que l'accord n'est pas un bon accord. Donc ça va très progressivement disparaître. Puis on avait aussi beaucoup de gens qui donnaient tout simplement leur login mot de passe Amélie, leur login mot de passe CPF. C'est un peu comme si vous donniez votre code carte bancaire à la première personne qui vous appelle. Bon, tout ça va être réglé à partir du 25 octobre. On va changer les modalités d'utilisation et d'authentification du CPF. Il faudra passer par une identité qu'on appelle substantielle, c'est-à-dire qu'il faudra que vous ayez justifié de votre identité. Pour pouvoir vous inscrire en formation, ça passera par une appli que vous téléchargerez sur votre téléphone. Donc ça va être réglé. Évidemment, il y aura moins de démarchage avec la loi, mais surtout, on assiste à un changement qui est que on a de la fraude un peu consentie. Cette semaine, je faisais une conférence et j'ai une personne qui m'interpelle en disant « Oui, alors avec mon ex-mari, on a fusionné nos 2 comptes et puis on a pu payer une formation en anglais à notre fille. » Mais le CPF, c'est un service public. Alors, on est tous d'ailleurs en tant que citoyens abreuvés dans un monde dans lequel les marges arrière, les cashbacks, les coupons de réduction sont devenus monnaie courante. Vous allez à Leclerc pour un caddie à 100 € acheté, vous avez un 20 € en bon d'achat. Ça, c'est normal quand on est à Leclerc. Quand on est sur le compte personnel de formation, c'est un délit pénal. Mais en fait, effectivement, et puisque c'est justement, vous me tendez la perche donc pour la fin, en fait, on va dire, de notre discussion, puisque voilà, la formation professionnelle, ça n'est pas une opportunité pour renouveler son parc informatique. Exactement, c'est pas l'offre qui dit pour un CPF acheté 500 € offerts en liquide ou un iPad, ce qui est exactement la même chose en réalité. C'est un délit pénal. Le dernier OF qu'on a attrapé, le gérant a pris 30 mois de prison avec sursis, 300 000 € d'amende et 3 millions d'euros à rembourser à la Caisse des dépôts. Pour l'instant, on n'a pas poursuivi des stagiaires. Mais il ne faut pas exclure qu'à un moment donné, on aille aussi poursuivre ceux qui ont récupéré leur tablette ou qui ont mis sur les formations en langue ou pour les permis de conduire. J'achète le CPF et puis je le donne à mon enfant. Ouais. Donc, faites attention à ça. Le CPF, c'est pour vous former, vous. C'est un compte qui est personnel. C'est pour vous former, vous, dans un objectif professionnel. Si vous êtes retraité, c'est fini, c'est terminé. Vous n'avez pas à utiliser votre CPF. Et n'oublions pas que le CPF, c'est un outil en partage. C'est-à-dire qu'il y a 60 millions de Français c'est un peu comme les retraites, même si c'est d'actualité. C'est énormément d'argent qui est sur les comptes et ce sont les entreprises qui financent. Bon, vous avez en face de vous les quelques bannières qu'il faut lire. Moi, je voudrais mettre un petit coup de stabilo sur un point. Quand on est en formation professionnelle continue, souvent, vous savez, on a tous un petit enfant qui vit à l'intérieur de nous. Et quand on va en formation professionnelle continue, cet enfant, il a parfois tendance à ressurgir et on a tendance à regarder le formateur comme on pouvait regarder le prof quand on était au collège. C'est quand même pas tout à fait le cas. Quand vous rentrez dans chez un organisme de formation et que vous avez payé avec votre CPF, c'est comme si vous aviez acheté vous-même et vous êtes client. Et donc, quand ça se passe pas bien, quand vous n'êtes pas satisfait, dites-le, évoquez-le à votre formateur. Si ça ne se passe pas bien avec votre formateur, écrivez à l'organisme de formation en tant qu'OF. Chaque OF doit avoir un médiateur. N'hésitez pas à rentrer en médiation et s'il n'y a pas de solution qui est trouvée, revenez vers nous, on a des formulaires, etc. Moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'écrivent après avoir consommé la formation en disant « je ne suis pas satisfait ». Et ça, c'est un peu comme si vous dites au restaurateur au moment du café
l'entrée était vraiment pas bonne, le plat de résistance était froid, le dessert était caca et je voudrais être remboursé. Et là, le restaurateur, il vous dit, écoutez, je ne comprends pas, vous avez quand même fait tout le repas. Jamais vous nous en Exactement. avez parlé. Donc, quand ça ne se passe pas bien, n'attendez pas la fin de formation, parce que si vous venez nous voir en ayant utilisé toute la formation, évidemment qu'on paiera l'OF, évidemment, il a réalisé sa prestation. Et donc, levez le doigt le plus tôt possible. Et moi, je connais beaucoup d'organismes de formation d'excellente qualité qui se retrouvent avec des stagiaires qui n'ont pas forcément choisi et qui vont conseiller d'aller chez un autre, qui font des remboursements. Enfin, voilà, on peut trouver tout un tas de solutions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la méthode Bisou ou la vigilance, on l'a quand on choisit l'OF, mais on l'a aussi pendant toute sa formation. Donc, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin. On a donc pu passer donc sur les points de vigilance, les étiquettes, donc mon compte formation pour justement la campagne de vigilance donc sur la fraude au CPF. Henri, est-ce que un petit mot de la fin par rapport au dernier? Je suis désolé, je vous ai pas trop donné la parole dans les derniers aspects. Est-ce que le mot de la fin sera pour vous? C'était passionnant et j'aimerais rebondir sur le dernier point. Je pense que la plateforme EDOF, qui est encore en pleine évolution, pourrait s'enrichir de plus d'avis, d'une logique qui mette plus en avant les avis des ex-utilisateurs. Je veux dire, quand on choisit aujourd'hui ne serait-ce qu'un restaurant ou une boutique, on va sur Google, on va sur tout un tas de plateformes, voir ce que les gens ont dit. Et cette logique est bien prévue dans la plateforme, mais aujourd'hui, elle fonctionne très peu. C'est-à-dire qu'il y a globalement très peu d'avis sur les formations et c'est dommage. Je pense que plus on veut créer une place de marché, plus ça va être intéressant d'enrichir cette dimension de la plateforme. Est-ce que effectivement, alors moi je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'a pas peur que justement l'organisme concurrent, on va dire, aille, on va dire, moisir les commentaires pour nuire à son concurrent? Est-ce que c'est peut-être Il faudra des avis vérifiés, quoi, des gens qui ont voilà. vraiment fait une formation. Est-ce que Et c'est possible de voilà, c'est ça. Donc, connecter tous les systèmes? voilà. Non, mais c'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez déposer un avis que pour un OF pour lequel D'accord. vous avez eu une formation. Ok, bon, tant mieux. Non, c'était juste une question que je me posais. Donc, Cécile, tu apparais comme une voix dans ma tête, sans doute pour m'indiquer que voilà, c'est la fin de notre conférence. On peut répondre à quelques questions. Oui, On a répondu à des… Exactement, on a répondu donc à certaines en live. Donc, j'ai vu que Laurent donc, a répondu notamment à la personne qui était en retraite, demandait si elle pouvait donc participer, bénéficier de ce CPF. Donc, comment déclencher le CPF? Là-dessus, donc, j'invite donc la personne donc, à cliquer sur le lien qui a été donc sur le chat un peu plus tôt, hein, justement, aller sur le site moncompteformation.gouv.fr, créer son compte avec son numéro de sécurité sociale, le faire bien entendu pas sous la contrainte de quelqu'un que vous avez au téléphone, puisque ça doit être une démarche personnelle. Donc, comment peut-on être autorisé à être un enseignant CPF? Je ne comprends pas vraiment la question, puisque derrière, Un organisme de formation habilité CPF, je pense. Voilà. Donc, référencé sur EDOF, etc. Comment ça marche pour un organisme de formation? Mais je pense que Laurent a plus ou moins donné la réponse tout à l'heure. Ouais. En tout cas, on a les infos encore une fois donc sur le site, hein, pour être en tout cas simplement pour vous résumer, en tout cas nous à Cambridge, nous travaillons donc avec des organismes de formation. Les organismes de formation doivent bien entendu fournir la preuve de leur totale compatibilité à la fois donc avec Calliope et les acteurs de la compétence. Bien entendu, nous apporter donc la preuve qu'ils justement proposent bien des dispositifs de formation à visée professionnelle. En tout cas, ça c'est pour nous, Cambridge. Peut-être que pour les autres certificateurs, ils ont d'autres exigences, mais donc nous regardons maintenant donc de très très près les organismes avec lesquels nous travaillons. Là, je prends une question au hasard. Un employeur peut-il exiger que l'on fasse sa formation en anglais sur son temps personnel si elle ne répond pas à un besoin d'adaptation au poste, mais d'évolution professionnelle, s'il vous plaît? Alors là, je n'ai pas la réponse. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus précis, mais effectivement, dans les formations, il y a deux financeurs. Il y a l'employeur à l'égard de son salarié qui a une obligation de financement, hein, notamment l'adaptation au poste de travail. Pour faire simple, si vous n'utilisez pas l'anglais dans votre exercice professionnel et que vous voulez vous former en langue,
L'employeur, il n'a aucune obligation pour vous permettre de vous former pendant le temps de travail. Le CPF, vous pouvez l'utiliser pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Il y a une disposition dans la loi, il faut le saisir normalement 2 mois avant, et il peut vous répondre oui ou non. Quand il vous répond oui, c'est que quelque part, il investit dans votre formation puisqu'il va payer votre salaire pendant que vous ne travaillez pas et que vous vous formez. Et dans ces cas-là, il sera plus enclin à le faire si la formation que vous suivez a un lien véritable avec votre activité. Voilà, donc j'espère que vous avez... Et puis j'espère donc que la réponse donc de Laurent vous convient, mais c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, puisque de plus en plus, au fait, on a vu donc des entreprises qui se désintéressaient enfin pas se désintéressaient, mais guidaient plus ou moins, laissaient les employés donc utiliser leur CPF, alors que avant, le service formation prenait en charge. Alors, je suis enseignant, j'ai un niveau B1, je souhaiterais atteindre au moins le niveau B2, notamment en expression orale afin de passer la certification DNL. Je peux répondre si tu veux, Yvan. Ouais, je veux bien. À mon avis, le mieux, c'est de préparer une certification comme le B2 First, qui est parfaitement aligné avec le CECRL, que l'Éducation nationale connaît très bien. Et donc, allez sur le site Cambridge, donc cambridgeenglish.org/fr, vous allez voir l'examen B2 First et vous regardez où le préparer. Et là, vous avez tout un tas d'écoles de langue qui préparent au B2 First. Voilà, alors sur tout le territoire. Alors, le B2 First n'est pas éligible au CPF. Donc, ce ne sera pas une formation éligible CPF, mais sinon, vous pouvez aussi préparer un B2 via une certification LinguaSkill, par exemple. Et comme l'a dit Yvan, Cambridge est particulièrement vigilant à la qualité des organismes de formation agréés pour préparer le LinguaSkill. Donc, voilà. La certification donc, que nous proposons donc, dans le cadre des formations financées par le CPF pour les personnes qui l'ignoreraient. Voilà. Je pense qu'on va devoir conclure. Vous allez de toute façon recevoir l'enregistrement de cette conférence et on va tenter de répondre à vos questions, même au-delà de cette journée, si votre question est restée sans réponse. Voilà. Je vous remercie tous, donc évidemment tous nos spectateurs pour votre participation active à cette journée. On a commencé très tôt ce matin avec le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, nous avons offert aux enseignants de l'Éducation nationale, notamment une session de formation, pendant que les apprenants, eux, pouvaient suivre aussi des petits cours d'anglais. On a même eu droit ce midi à un cours sur la préparation du fish and chips, auquel j'ai moi-même participé et je vais le reproduire très bientôt. Cet après-midi, on s'est intéressé aux ressources sur Internet, car au-delà du CPF, il y a aussi tout un tas de ressources sur Internet que vous pouvez utiliser pour vous auto-former. Et puis, on s'est intéressé à l'anglais à l'université, à l'anglais pour étudier à l'étranger et enfin, à l'instant, à l'anglais dans le monde du travail. Donc, je remercie tous nos présentateurs, nos modérateurs qui ont fait de cette journée un succès. J'espère qu'on vous a fait un petit peu oublier que vous étiez coincés chez vous sans essence ou alors avec un temps un peu maussade aujourd'hui. Et puis, donc, comme on vous l'a rappelé plusieurs fois, vous allez recevoir en fait si vous étiez inscrit à la fête de l'anglais, l'enregistrement de toutes les conférences. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Voilà. Alors, vous recevrez ça la semaine prochaine. Soyez un petit peu patient parce que ça demande pas mal de traitements, tout ça. La semaine prochaine, on sera à nouveau là avec une nouvelle fête de l'anglais, avec tous nos partenaires très fidèles sur cet événement. On espère pouvoir faire cet événement en présentiel, pouvoir à nouveau vous rencontrer et échanger de vive voix sur tous ces sujets. Et on continuera bien sûr à proposer une diffusion par Internet pour tous ceux qui sont un petit peu loin. Voilà, puisque ça aura lieu certainement depuis Paris et depuis les grandes villes de France. Merci beaucoup pour cette fête de l'anglais et je vous dis à très bientôt chez Cambridge ou à l'année prochaine. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir, Cécile. Et merci beaucoup à Laurent et à Henri pour leur participation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Yvan. Merci, au revoir.